Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays, édition du vendredi 1er mai 2026. On vous rappelle que cette émission est présentée sur la télé de Rogers à Ottawa. Gavino de Falco en compagnie de mon bon ami Jeremy Filosa, le journaliste sportif. Comment ça va, mon chum? Ça va bien, Gavino. Et toi? Ça va super bien. Les Blue Jays ont gagné leurs 3 dernières séries. Ouais. Mais on remonte au classement au compte-gouttes. Hein? On sait que c'est pas toujours facile. Lorsqu'ils sont mauvais, ils sont mauvais. Lorsqu'ils sont bons, on peut pas dire qu'ils écrasent non plus l'adversaire. Un dossier maintenant de 14 victoires et 17 défaites. On se rapproche tranquillement, mais sûrement du seuil de respectabilité avec 500. Philo, bon, je sais que les Blue Jays ont gagné 7 de leurs 11 derniers matchs. Parle-moi de la semaine au bureau de nos moineaux. Ben, écoute, il y a quand même des choses positives à dire. Moi, je te dirais, il y a 3 aspects que j'aime quand même depuis, disons, une dizaine de jours approximativement. Premièrement, la défensive semble s'être replacée. En général, les Blue Jays font les jeux en défensive. Mis à part, on dirait, je ne sais pas pourquoi, nos lanceurs qui ont de la difficulté à défendre leur position, bien souvent, des amortis qu'on n'est pas capable d'aller chercher des retraits, même si souvent c'est des sacrifices. Le joueur se sacrifie, mais on n'est pas capable de le retirer au premier but. Ça devient un coup filé, un coup sûr. L'autre chose, c'est que en général, les lanceurs partants nous donnent une chance du côté des Jays d'aller chercher des victoires. Scherzer, ça a été compliqué la semaine dernière, on va en parler tout à l'heure. Mais en général, les autres nous donnent 4, 5, 6 bonnes manches. Même un gars comme Patrick Corbin nous rend des services quand même assez bons. Et finalement, l'enclos de relève. Je pense que depuis que la décision a été prise d'interchanger les rôles de Varland et de Hoffman, écoute, on voit Varland rentre dans le match, c'est 3 retraits sur 3 prises. Merci, bonsoir. On rentre à l'abri, on s'en va à la maison. Tandis que Hoffman est comme le deuxième setup man derrière Rogers. Alors, ces 3 aspects-là vont bien. Après ça, il faut régler l'attaque. Beaucoup de choses à dire sur les Blue Jays. Bon, Vladimir Guerrero frappe bien, malgré que son total de coups de circuit est toujours à 2. Il y a quelques joueurs qui se surpassent, dont Louis Varland. Springer est de retour au jeu. Mais avant de passer le flambeau puis parler de statistiques et tout ça, je veux juste te montrer une séquence dans le match de jeudi soir contre les Twins du Minnesota. Tu sais, lorsque je te dis les Blue Jays, lorsqu'ils sont mauvais. On regarde, bon, qu'est-ce qui n'a pas coûté la victoire, mais je vous dis, tu sais, un cafouillage défensif dans ce match-là. Regarde. One away. Bell slams it to left field, has some carry towards the wall, and that is off the wall. Buxton will score. Jeffers on his way to third base, and now Bell will retreat back to first base. The ball goes into right field, and with that, Ryan Jeffers will score. Ça, c'est la première de 2 erreurs dans ce match-là, puisque, tu sais, à un moment donné, il y a eu un pop fly à l'avant-champ, une chandelle à l'avant-champ, et personne ne voulait la balle. Vladimir Guerrero qui traverse du premier but vers le 3e but et s'accroche dans le monticule. Il n'aurait pas fallu que Vladimir Guerrero se tourne une cheville sur cette séquence-là et tout d'un coup, terminé pour l'année. Comment ça se fait que cette balle-là, que j'ai pas la séquence malheureusement, a tombé au sol? Il n'y a personne qui a pris charge de cette balle-là. C'était pas la balle de Okamoto au 3e but, mais il me semble que c'était une chandelle de routine. Je pense qu'il y a un gars comme Okamoto qui vient d'arriver chez les Blue Jays et qui, bon, peut-être aussi traditionnellement, je sais pas, chez les Japonais, est-ce qu'on s'interpose un peu moins? Mais il faut que quelqu'un, à part le lanceur, bien sûr, s'interpose et fasse l'appel à la balle. Dans ce cas-ci, ça n'a pas été fait. Guerrero, c'est ton leader, c'est ton meilleur joueur. Je présume que s'il appelle la balle, les autres vont se tasser. Mais comme tu dis, c'était pas sa balle à lui. Aussi, j'ai fait un hot take sur les médias sociaux cette semaine. Mais moi, là, je sais pas si c'est moi qui se trompe. Mais je trouve que notre ami Andrés Giménez, depuis le début de l'année, à l'Areco, c'est vrai qu'il tourne des beaux jeux. Mais occasionnellement, il y a des crampes au cerveau, Gavino. Je trouve que des jeux qui complètent pas, des mauvais relais, on vient d'en voir un à ce moment-ci. Je trouve pas je comprends. aussi étanche que tout le monde. Mais l'état-major croit en ce gars-là. Parce que, bon, il s'alignait, je pense, avec les Guardians de Cleveland. Gant doré, on s'est dit, il va stabiliser la défensive. Mais c'est vrai, on dirait que les jeux, là, des fois, de routine, ils rendent ça excitant. Puis t'en as pas d'autres.
Imanez, c'est ton gars d'arrêt-course. Il est en santé, 162 matchs, il n'y a pas de pépin physique. C'est lui qui va jouer là parce que tu n'as pas de doublure de qualité, à moins que tu fasses jouer encore Ernie Clement un peu partout dans l'avant-champ. Mais pour l'instant, je pense que tu vas vivre ou mourir avec notre ami Andrés Imanez. Quelques statistiques intéressantes du côté des Blue Jays depuis le début de la saison. Tu sais, ça ne s'améliore pas, Philo, du côté offensif. C'est toujours 26e, 20e, 25e, surtout les coups de circuit. Je veux dire, il n'y a aucun frappeur de puissance dans ce line-up-là, cet alignement-là. Tu sais, c'est pas normal qu'un alignement de 300 millions de payroll taille ces chiffres-là au mois d'avril, lorsque on sait que c'est un paquet de suspects qui lancent dans les majeurs au mois d'avril. C'est la prolongation du camp d'entraînement. Et regardez là, les chiffres offensifs depuis le début de la saison. On va parler de Vladimir dans quelques instants. Oui, 354, mais la puissance n'est pas au rendez-vous. Okamoto, 5 coups de circuit, correct. Andrés Imanez, je veux dire, on arrive au 1er mai, Philo, 16 points produits. C'est pas normal que ce gars-là mène à ce chapitre-là. 4 buts volés du côté d'Andrés Imanez. Et du côté des lanceurs partants, bien souvent, les lanceurs partants ne sont pas impliqués dans les décisions. Je sais que Gausman a 2 victoires et Brendan Fisher en a 2, la relève. Tu sais, tout n'est pas Zobo fixe. On dirait qu'on attend d'avoir tous les joueurs en santé, que ce soit les Bieber, Berrios, et j'en passe, Barger, Kirk, et ensuite, on va dire, là, on va jouer pour le vrai. Sauf que les journées passent, puis tu t'améliores pas tant que ça au classement, Philo. Là. Moi, il y a une chose que je dirais à John Schneider. Là, c'est bien le fun, là, donner des départs aux joueurs des ligues mineures qu'on a rappelés parce qu'il y a des blessures. Mais on peut-tu se fier à nos valeurs sûres? Tu sais, Pinango, là, dans l'alignement, je veux dire, je veux rien y enlever, là, Pinango, là, puis là, et là, Imanez, écoute, il y a eu combien de départs, puis quelques jours plus tard, désigné pour assignation. Mais s'il est désigné pour assignation parce qu'il n'est pas assez bon, comment ça se fait qu'il y a eu tous les départs qu'il a eu? Est-ce qu'on peut se fier sur les valeurs sûres? Je le répète, j'ai sorti des statistiques sur notre cher ami Miles Straw. Ouais. Tabarouette. Jamais. Je veux dire, il est sur le banc. Et c'est un des joueurs les plus constants des Blue Jays depuis le début de l'année. Il mène dans plusieurs catégories offensives, malgré le fait qu'il joue à peu près 2 matchs sur 3. Arrêtons, allons-y avec les gars qui nous ont fait gagner l'année passée. On sait ce qu'ils vont nous amener. Les jeunes, là, on les rappelle, c'est correct, on a des blessures, mais c'est une police d'assurance. T'es sur le banc, si on a besoin de toi, on va t'appeler. Mais ça peut pas être à tous les soirs des gars de même dans l'alignement partant. Ça me rappelle mauvais souvenir de la saison 2024. Je m'explique, lorsqu'on attendait la grosse manche, puis on n'a pas frappeur de puissance. Tu sais, cette semaine, je regardais le match contre les Red Sox de Boston. Tu as 4 coups sûrs dans la manche, tu as seulement 1 point. C'est le festival des simples. Les Blue Jays, présentement, Philo, là, au 1er mai, là, ont seulement obtenu 88 buts sur balle. OK? Ça, c'est au 28e rang des majeurs. Donc, on s'élance. Malheureusement, on n'atteint pas le premier but gratuitement. Du côté également des triples, on a seulement frappé 1 triple depuis le début de la campagne. On arrive au 2 mai et également là, du côté des Blue Jays, je ne me souviens plus de la statistique, mais oui, seulement 12 buts volés depuis le début de la saison. Ça, c'est au 28e rang. Donc, il n'y a pas de marchand de vitesse et de menace pour voler des buts ou pour courir du 1er au 3e but. Ça fait plusieurs fois là, que les Blue Jays se font épingler soit au 3e but ou au marbre et c'est même pas serré. Il manque de la vitesse dans cet alignement-là, Philo. Là. Pourtant, là, on est allé chercher un gars comme Imanez, on disait que c'était une de ses forces, les courses sur les sentiers. Occasionnellement, il va voler un but, mais tu as raison. Faut mettre les coureurs en marche. Là, Springer, normalement, c'est un bon candidat pour voler des buts. Il revient d'une blessure à un orteil. Est-ce qu'on va prendre une chance avec lui? Peut-être pas tout de suite, on verra. Mais tu as raison, il faut créer des choses. Je l'ai dit 1000 fois. On se répète, on dit toujours la même chose. Mais, tu sais, on parle de retrait non productif. Gavino, faut parler de Dalton Varsho. Parce que là, il a connu un camp d'entraînement, encore une fois, excellent. On s'est dit, c'est une année de contrat pour lui. Il faut qu'il connaisse une grosse saison. Pour l'instant, à ce que je sache, il n'y a pas d'offre sur la table pour Dalton Varsho chez les Blue Jays. Je présume qu'ils sont en réflexion. Tabarouette, Gavino, combien de roulants et de balles bondissantes tu peux frapper au 1er et au 2e dans un mois? Ça n'a pas de bon sens. Il faut que ce gars-là avance en âge.
puis tu te dis, bon, ben, il va devenir meilleur, il va mieux gérer la zone des prises, il va faire meilleur contact. Une fois de temps en temps, il en sort une, comme ça a été le cas dans le premier match contre les Twins. Mais plus souvent qu'autrement, c'est un roulant ou une balle bondissante du côté droit de l'avant-champ. On a l'image de Dalton Varsho qui frappe un coup de circuit, mais je vous le dis, plus souvent qu'autrement, ce tir-là, il n'est pas capable de frapper avec aplomb. Il frappe des roulants au deuxième but ou au premier but. On regarde son coup de circuit dans le premier match contre les Twins. 1-1. And Varsho pulls this one in the air to right field. That ball is back, and that ball is gone. Tu sais, c'est seulement 4 coups de circuit là, pour Dalton Varsho. Lui qui, bon, il avait fait la pluie et le beau temps au camp d'entraînement. C'est sûr que c'est des statistiques de camp d'entraînement. Mais, je veux dire, c'est pas assez, Philo. C'est 235 de moyenne, surtout il y a 8 lorsque points produits. 8. Là, surtout lorsque tu frappes derrière Vladimir Guerrero. Je veux dire, tu t'attends à plus d'un Dalton Varsho. Avec tout le monde en santé, je me demande même si Dalton Varsho, c'est un joueur que tu peux compter à chaque jour. Oui, il est bon défensivement, mais s'il continue à avoir beaucoup de difficultés comme ça, tu sais, beaucoup de retraits, des roulants au premier but, des non productifs, des chandelles à l'avant-champ, pour moi, c'est une de mes grosses déceptions parce que je me dis, ce gars-là en santé, là, avec les chiffres qu'il avait obtenus l'année passée, tu transposes ça sur une saison de 162 matchs, c'est 30 à 40 coups de circuit. Là. Ben non, puis tu sais, c'est un gars, normalement, Gavino, qui fonctionne par séquence. Souviens-toi, là, les 3 premiers circuits, je pense qu'il a frappé ça à l'espace de 4 matchs. Et là, il en a frappé un autre en espérant que ça pourra se poursuivre cette fin de semaine face aux Twins. Mais, tu as raison de le mentionner, c'est pas suffisant. Tu sais, dans les années passées, occasionnellement, il nous sortait un petit coup filé du côté du 3e but. Il fait même plus ça. Alors, pas de but sur balle, pas de coup filé, fait rarement avancer les coureurs sur les sentiers. C'est vraiment frustrant de le regarder aller. Je me demande c'est quoi l'avenir de Dalton Varsho avec les Blue Jays, puis même pour lui, présentement, son agent Scott Boras doit être en train de se gratter la tête et dire, je vais faire quoi avec ce gars-là à la fin de la saison. Mais je veux parler de Vladimir, parce qu'on parle justement, on a des tableaux avant de parler de Vladimir Guerrero. Regardez, c'est beau sur papier après 30 matchs dans les majeurs. Vladimir est premier avec 39 coups sûrs, la moyenne au bâton 358, deuxième dans les majeurs et 444 là également dans une autre moyenne. Je veux dire, oui, il est sur les buts, mais c'est seulement 2 coups de circuit, Philo. Tu t'attends à beaucoup plus. Je sais que je me répète semaine après semaine, mais je veux dire, tu as un lent début de saison. J'ai hâte qu'il commence à en frapper des loin, puis des sincères loin, parce que beaucoup de coups sûrs à l'entrechamp avec des bâtons fracassés, là. Oui, ben écoute, je veux parler de Vladimir parce que c'est important, OK? Moi, je pense que une des raisons pourquoi les Blue Jays ont gagné 7 de leurs 11 derniers matchs, c'est à cause de Vladimir. Parce que dans le baseball, on dit toujours, tu peux pas choisir quand tu vas frapper tes coups sûrs. On aimerait frapper des coups sûrs quand on a des coureurs en position de marquer, mais ça, c'est pas garanti. Là, depuis 10 jours, 11 jours, 12 jours, Vladimir frappe plus de coups sûrs quand il a des coureurs sur les sentiers. Mais regarde la différence de l'élan de Guerrero au début de la saison, la frustration qu'il avait parce que plus souvent qu'autrement, il s'élançait pour la clôture et les lanceurs ne lui donnent pas ce qu'on appelle le cookie en plein centre du marbre. Alors, plus souvent qu'autrement, se faisait retirer sur 3 prises et il était frustré. Là, si tu regardes son élan, Gavino, c'est un élan complètement différent. Combien de balles on voit Vladimir frapper au champ opposé? Des balles sur le coin extérieur de la zone des prises. Il étire les bras, un peu comme faisait Tony Gwynn, là, mais de l'autre côté du marbre. À l'époque, il était un excellent frappeur de coup sûr et va aller chercher son petit coup sûr en frappant du champ droit, du côté du champ droit. Malheureusement, Gavino, premièrement, je veux donner crédit à Guerrero pour avoir fait cette transition-là, parce qu'au début de la saison, ça fonctionnait tout simplement pas. J'aime mieux un gars au moins qui domine au niveau des coups sûrs, puis de la présence sur les sentiers, puis de la moyenne au bâton, que rien pantoute. Parce que si tu continues à t'élancer pour la clôture avec des tirs sur le coin extérieur de la zone des prises, ben, tu vas passer dans le beurre. Mais Gavino, tant qu'il n'y aura pas personne pour frapper en arrière de lui, pour punir les lanceurs adverses, ça va être ça, malheureusement. Je l'aime bien, Vladimir, là, mais pour l'instant, je ne peux pas le mettre dans la même conversation que Ohtani et Judge.
Guerrero, il est en dessous de ça. Puis je m'attendais à voir des chiffres de Judge et Ohtani après avoir vu Vladimir se réveiller dans les séries éliminatoires l'année passée. Je pensais vraiment qu'il aurait frappé des balles à 500 pieds du marbre. Tu sais, encore une fois, contre les Twins. Comment ça se fait que Vladimir il n'est pas capable de frapper la longue balle contre des lanceurs qui lancent à 86, 87, 88 000 à l'heure, puis des changements de vitesse? Je veux dire, c'est des lanceurs de pratique au bâton, puis tu n'es pas capable d'en profiter. Pas juste Vladimir, mais le reste du line-up au complet. C'est ça qui me frustre présentement chez les Blue Jays. On dirait que, comme je t'ai dit, ça prend 4 coups sûrs pour une manche pour récoller un point. Ben oui, mais ça se corrige à partir du banc. Le gérant peut gérer ça, comme tu l'as mentionné, avec des vols de but, avec des frappes échos, avec des amortis. Ça peut. Tu peux améliorer ça sans trop en demander plus à tes joueurs sur le terrain. Est-ce que j'aimerais que Vladimir fasse plus de circuits? Oui. Mais je comprends aussi qu'au moment où on se parle, c'est pas nécessairement possible parce que les lanceurs ne font pas d'erreur contre lui. On lance autour de la zone des prises. Puis Vladimir est bon pour prendre ses buts sur balle et il le fait. Et le lanceur se dit, je vais prendre mes chances avec Okamoto, je vais prendre mes chances avec Varsho. Puis je les blâme pas. Je les blâme pas, Gavino. Puis là, tu sais, là, on a vu Springer revenir dans l'alignement jeudi soir. On l'insère au premier rang. Oui, on en a parlé la semaine dernière, là. Parce que Ernie Clement, il frappe pour 302 cette année. Enfin. De retour en bas de l'alignement. Puis, ben, c'est ça, je te dis. Comment ça se fait que ce gars-là, on ne l'a pas laissé au premier rang? On va juste regarder un circuit cette semaine de Ernie Clement. On vient. Clement hits it hard. Down the left field line, and it's gone. Une machine à frapper, ce Ernie Clement, je pense qu'il est même, dans les top 5 là, dans les coups sûrs des majeurs. Mais tu sais, je veux dire, souvent, ces gars-là, ils frappent 1, 2, 3, ils ne frappent pas 7, 8, 9. John Schneider qui continue à l'insérer dans le bas de l'alignement. Mais avant de te donner la parole sur George Springer, là, beaucoup de joueurs qui jouent pratiquement à chaque jour, ils n'ont pas des grosses moyennes. Okamoto, c'est 218. Jesus Sanchez, il me fait penser à Carlos Perez dans ses mimiques et tout ça. C'est 253 de moyenne. Et il y a des rendements, là, qui m'inquiète. Tyler Hanneman avait bien commencé l'année. Maintenant, c'est 178. Et que dire de son remplaçant Valenzuela? C'est pas mieux. C'est 200 de moyenne. J'ai hâte que Alan Joe Kirk revienne. Et des joueurs qui n'arrachent pas à peu près. Davis, Schneider, Philo. Il ne joue pas à chaque jour. C'est un retrait automatique. C'est seulement 125 de moyenne, 6 en 48. C'est un gars qui se cherche. L'année passée, il a rendu des bons services. Mais où est le Davis, Babe Schneider qu'on avait vu il y a quelques années? Si je te dis, avec tout le monde en santé, j'ai bien peur que Davis Schneider va retourner là, dans le 3. Là. Ben, il est qui il est. Puis honnêtement, j'ai été surpris de voir les Blue Jays placer le nom de Eloy Jimenez pour désigner pour assignation. Parce que Schneider a encore des options. Ils auraient pu l'envoyer dans le 3A présentement. On l'aime, je comprends, il fait partie de la gang et tout ça, mais il contribue pas grand-chose, Gavino. Je sais pas combien de fois j'ai vu Schneider se retrouver avec un compte de 3 balles aucune prise, puis il finit par se faire retirer sur 3 prises. Oui, je sais pas combien de fois c'est arrivé depuis le début de la saison. C'est pas normal. Alors, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, pour moi, là, c'est assez les expériences. Là. Le mois d'avril est derrière nous. Les jeunes qui sont là pour nous donner un coup de pouce, c'est correct. Mais on peut pas en avoir 2-3 dans l'alignement à tous les soirs. Puis si tu veux avoir Springer absolument comme lead-off man, c'est correct. Mais laisse Clement au 2e rang. Au moins, ça fait 3 gars qui sont capables de frapper des coups sûrs en ligne. Tu vas peut-être marquer un point ou 2. Je veux dire, Jesus Sanchez, il n'y a pas sa place là, selon moi. On les a essayé, les deuxièmes frappeurs gauchers, depuis le début de la saison. Jesus Sanchez s'élance sur un compte de 3 balles aucune prise et il se fait retirer. Comment ça se fait que ce gars-là, il a le feu vert à 3 balles aucune prise? Je veux dire, c'est pas Aaron Judge, là, Jesus Sanchez. C'est soit, un faible roulant, des fois, un peu de puissance, mais on est loin des chiffres de, Vladimir et tout ça. Dalton Varsho, on l'a essayé au 2e rang, ça ne fonctionne pas. Je suis d'accord avec toi que, selon moi, avec tout le monde en santé, ça va peut-être être George, Clement, Guerrero, Barger. C'est 3 frappeurs droitiers suivis d'un frappeur gaucher. Mais, tu sais, que je te dis, il va falloir que les gars, ça clique en même temps. Qui dit pas que George Springer va connaître la même saison que 2025. Il n'y a aucune garantie. Il prend de l'âge, il a été blessé. On espère que c'est la bougie d'allumage parce que présentement, tu l'as dit, les valeurs sûres, il n'y a pas tant que ça chez les Jays. Puis c'est sûr que la blessure de Lucas fait mal parce qu'il recommençait à frapper comme il avait frappé l'année passée.
se retrouve sur la liste des blessés. Là, heureusement, il y a une couple de gars là, qui sont peut-être sur le point de revenir. Barger va jouer dimanche au niveau A, donc s'il joue 2 ou 3 matchs là, au niveau des ligues mineures, probablement qu'on pourrait le revoir bientôt. Berrios, on n'a pas encore décidé si son prochain départ va être à Buffalo ou à Toronto, mais il est à un départ maximum de revenir. Puis là, on va avoir une décision compliquée à prendre au niveau de la rotation. Mais, oui, je t'écoute. Il y a bien des sites sur le tableau. Berrios supposé revenir plus tard cette semaine. Barger, même chose. On parle du 7 mai dans son cas. Nathan Locus, le 4 mai, il est blessé à la ficelle du jambon, le hamstring. Shane Bieber, ça commence à être long. C'est le 23 mai. Max Scherzer, c'est le 9 mai. Mais Max Scherzer, je veux dire, il n'a rien cassé depuis le début de la saison. C'est le festival de la longue balle. Écoute, Philo, le temps file. Il faut parler de Louis Varland. Oui. On regarde les images. Strikes out the side in the ninth and picks up his 4th save in as many attempts. And the Blue Jays even up the series with a 3-0 win over the Red Sox from start to finish. He is savage to Varland and everything in between. The kind of Louis Varland, on ferme les lumières. On se souvient, la semaine passée, là, on disait, coudonc, il n'était pas un peu trop de bonheur pour faire un gros show de boucan lorsque Louis Varland, qui a un sauvetage en carrière et tout ça, mais non, je pense qu'il a fait le travail, il est 4 en 4. Il y a beaucoup de confiance. Tu vois-tu, je pense qu'il y a un passé de lutteur olympique. As-tu vu comment il se prime, là, puis là, le coach, il dit, let's go, vas-y, t'es capable. Puis c'est 1, 2, 3, on rentre dans l'abri. Parle-moi. D'une des bonnes décisions de John Schneider cette année, c'est-à-dire Jeff Hoffman. Écoute, on va slacker la pédale. On va y aller avec Louis Varland en 9e. Écoute, Varland, il a l'air d'un combattant de Street Fighter quand il s'amène au monticule. Tu sais, un petit peu accroupi sur lui-même là, et tout ça. Ouais. Mais écoute, il fait le travail. Je pense que la décision s'est prise d'elle-même. C'est lui qui va être là à partir de maintenant comme pompier. Ça enlève un peu de pression sur Hoffman. J'espère qu'Hoffman va être capable de continuer à faire le travail dans le rôle qu'on lui donne présentement parce que ça donnerait vraiment un bon 1-2-3 punch, puis sans oublier que Jimmy Garcia va éventuellement revenir aussi. Mais on le voit que l'enclos de relève se porte mieux depuis qu'on a fait ce changement de rotation-là. Déjà, le reste de l'enclos était quand même correct. Ça pouvait se tenir. Bon, occasionnellement, il l'échappe. Mais je trouve que là, tout le monde est dans une meilleure chaise. Puis comme j'ai dit, Jimmy Garcia va revenir bientôt. Mais on va avoir des décisions à prendre. Là, Berrios, malheureusement, ça s'est mal passé avec Buffalo, sauf qu'on dit que c'était une soirée vraiment froide. Et puis, c'était vraiment pas idéal pour un lanceur comme lui qui tentait d'effectuer un retour au jeu. Là, on va lui donner un autre départ. Puis je pense que c'est vraiment la météo qui va déterminer de où Berrios va lancer. S'il fait beau, dimanche après-midi au Minnesota, ça se peut que ce soit Berrios qui lance là. Tu sors qui ta rotation? Patrick Corbin, mais il fait quand même très bien. Il donne des très bonnes manches au moment où on se parle. Puis Lauer, là... tu vas encore me parler de Lauer. Lancé 4 manches et 1 tiers un peu plus tôt cette semaine contre les Red Sox. Encore une fois, tu sais, John Schneider, il en parle... Mais comme si c'était, un bobo là, que tu grattes, puis coudonc, t'es fatigué de l'avoir, puis il est là, puis il est persistant. On dirait qu'il en parle dans ce sens-là, tandis que Eric Lauer, il t'a donné genre 5 manches l'autre fois, il a juste donné 3 points. Là, t'as juste donné 1 point en 4 manches et 1 tiers. Je veux dire, qu'est-ce qu'il a fait au bon Dieu, ce gars-là, pour avoir ce traitement-là? Il donne des manches, puis il donne pratiquement rien. Pour moi, on a parlé d'Eric Lauer là, ben oui. Et tout ce qui s'est passé, mais je veux remonter à la fin de la dernière semaine. On sait que Yo Savage revient, OK? Parfait. Scherzer a mal dans l'avant-bras, ça fait 2 semaines qu'il en parle. Il se fait littéralement ramasser dans un départ le week-end dernier. On annonce le lendemain que Lauer n'est plus dans la rotation. Moi, je me gratte la tête et je me dis, mais là, Scherzer vient de se faire ramasser, puis en plus, on sait qu'il a mal au bras. On annonce publiquement, aux médias, que Lauer n'est plus dans la rotation. Le lendemain, Scherzer s'en va sur la liste des blessés. Ben oui, je le sais. Mais pourquoi t'as pas attendu 24 heures avant de dire au public? C'était quoi l'urgence de dire aux médias, Lauer est plus dans la rotation? Le lendemain, tu es obligé d'aller leur voir et de dire, hey Eric, désolé, là, mais finalement, tu vas quand même lancer cette semaine parce que Scherzer est blessé. J'ai observé John Schneider quand il est allé au monticule.
chercher la balle. J'ai dit, j'ai hâte de voir s'il va lui dire quelque chose. Relation. Tu tapes ses fesses, tu sais, quelque chose. Non, ça a été, tu tapes sur l'épaule. Très modestement, un petit merci pour ta performance. Je sais pas à quoi qu'il joue John Schneider avec ce lanceur gaucher-là. Pour moi, il fait partie de ma rotation. C'est un bon lanceur gaucher. Je pense qu'il est un petit peu en avant de Patrick Corbin, mais vraisemblablement, c'est pas l'idée de John Schneider. Écoute, une des bonnes nouvelles cette semaine, Trey et Savage, son retour au jeu. On regarde des images. Things are going pretty well out here, Skip. But that is going to be the end. Savage has the baseball. And, he got some pretty loud ovations in October, so I'm not sure this is going to rival that. But he's about to get a pretty good one right here. And with good reason. Il a repris là où il avait laissé dans les séries éliminatoires. Son premier départ dans les majeures cette année contre les Red Sox. 5 manches et 1 tiers. Rien donné, 4 coups sûrs, 3 rétro-bâtons et aucun but sur balle pour Trey Savage. Philo, parle-moi de ce jeune phénomène-là. Et je pense que il y avait des inquiétudes parce qu'il s'était fait frapper dans les ligues mineures, mais écoute, it's the real deal. Ce gars-là, il lance très bien sous pression, Trey Savage. Oui, c'est sûr que là, on n'a pas vu le nombre de retraits sur 3 prises qu'on voyait à la fin de la dernière saison. Mais en tout cas, on verra, ça va venir. De toute façon, il a donné seulement 4 coups sûrs. Alors, ça va donner un gros boost, bien sûr, à l'équipe, mais on le sait, puis on le répète, on en parle depuis le début de l'émission. Le gros problème des Blue Jays, c'est pas nécessairement au monticule, c'est pas nécessairement les partants, c'est plus à la plaque chez les frappeurs. Donc, malgré le fait qu'on a des gars comme ça qui nous amènent de bonnes performances, qui donnent à l'équipe une chance de gagner, ça va prendre plus de points pour gagner des matchs quand même. Et tu as vu le John Schneider, avant de prendre la balle, il lui dit un petit quelque chose. Ça prend 2-3 secondes. Probablement qu'il a dit « Hey, good job, kid. » Puis regarde, on se revoit dans 5 jours et tout ça. C'était pas ça avec Lauer à la fin de sa sortie. Trey Savage, maintenant, qui compose un trio, disons, je ne dis pas intimidant, mais un très bon premier trio de lanceurs avec Dylan Cease et Kevin Gausman. Si Savage peut rester en santé, je pense que ça va être une des forces des Blue Jays. Si les Blue Jays sont capables de manufacturer 5 points lorsque ces lanceurs-là lancent, je pense que les Blue Jays sont en voiture. Et ensuite, tu peux bricoler des 4e et 5e partants avec des Corbin, des Lauer, Shane Bieber, j'ai hâte qu'ils reviennent. Mais pour l'instant, encore une fois, je pense que l'objectif, c'est de revenir à 500 le plus tôt possible, de ne pas s'éloigner de ce meilleur 2e, meilleur 3e-là, en attendant que toutes les blessures reviennent. Philo, le mot de la fin en 30 secondes, on surveille quoi? Écoute, moi, je ne regarde pas beaucoup le classement à ce temps-ci de l'année, bien honnêtement. Je veux juste voir les Blue Jays jouer du meilleur baseball. On a fait le tour de la question là avec l'approche à la plaque, le baseball de situation qui n'est pas nécessairement présent. Puis moi, je pense que c'est vraiment la seule chose qui manque présentement pour voir les Blue Jays peut-être décoller et avoir une meilleure séquence qui pourrait les rapprocher de la fiche de 500. Comme tu l'as dit, dans l'américaine, il n'y a pas énormément d'équipes là, qui est bon. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Au nom de Jérémy Filosa, ici, Gavillon Defalco qui vous dit à très bientôt pour un autre podcast des Blue Jays.